parlant de drogue, Sadio, parmi les motifs, puisque moi j'ai eu l'opportunité, je pense que c'est une exclusivité, d'avoir le colonel Ndoudi qui a argué aussi de votre addiction en fait à certaines drogues dures, qu'il en avait retrouvées chez vous, et souvent c'est un argument qui revient dans la bouche des autorités congolaises pour justifier en fait votre expulsion du Congo. Bon, c'est-à-dire moi c'était simple, hein, même quand je suis arrivé au Mali, que j'ai impliqué le Premier ministre, le président, le Premier ministre de l'époque, Moussa Mara, dans mon problème, parce que je voulais repartir chez moi, je voulais l'ouverture d'une enquête, déterminer tout ça. J'ai demandé qu'on me fasse des prises de sang et qu'on me dise quelle drogue on a trouvé chez moi. Attendez, vous connaissez ce pays. On aurait trouvé la drogue chez moi, on me l'aurait mis dans les mains et on aurait amené des caméras. Ça c'est clair. Hein? Non, non, non. Son argument. Et puis, nous dit, je le connais depuis 15 ans. Il m'a vu gérer les copines, les amantes de ses amis, de ses proches à lui, pour tenter de les sortir, parce que très jeune, il m'a vu gérer ça. Quand je suis arrivé à Brazza en 2000, lui, et il a fini par expulser cette personne qui était mais vraiment dans une... C'est un expulseur en fait. Il était au commissariat de Centrale à l'époque, il occupait un bureau derrière là. Mais il sait qui utilise la drogue ou pas. Non, attendez. Ça, c'est des arguments. Je veux bien, mais dans ce cas, faites-moi faire des examens, déterminer la drogue et montrez-moi quelle drogue j'ai utilisée. On ne me le montre pas. L'autre argument... Et puis, même, est-ce que c'est un argument pour expulser quelqu'un? Le fils de Sassou, Wilfred Nguesso, a consommé de la drogue jusqu'à se mettre nu. Qui l'a expulsé du pays? Et ceux qui se droguent au pays, tous se connaissent. Personne ne m'a jamais... Moi, j'ai une liberté, une indépendance. Je vais vous dire, je suis né d'une famille très puriste, conservateur, très musulman. Mais j'ai arraché ma liberté de là. Je porte des dreads. Je fume ma cigarette. Mais ce que je ne fais pas, je ne fais pas. Donc ça doit me la qualité. Atteint ma sangaté. Tu vois, donc on ne me surprendra pas ça. Oui. Tu vois, ma cigarette, ça c'est une addiction. Je suis là-dedans. Ça fait plus de 20 ans que je fume et tout le monde le sait. Si je faisais autre chose, je crois que ça se serait su. Et puis ça, c'est de mon indépendance, ça. Ça ne regarde personne si ça se fait. Non. C'est-à-dire quand j'arrive à Bamako, à la police des frontières, on me dit séjour illégal, consommation de drogue, trouble à l'ordre public, qu'aucun de ces trois arguments n'est motif à expulsion. Et puis aussi, le colonel Ndoudi a aussi argué que c'était votre père qui a demandé en fait qu'on vous renvoie en Mali parce qu'il a pu vous gérer sur place. Oui, mais que mon père demande ça, il ne l'a pas demandé sur un enfant de 6 ans. C'est sur une adulte qui va vers 50 ans. Jusqu'à présent, je ne vois pas quel argument de Ndoudi qui tienne. Ou il n'a pas fait d'école, c'est-à-dire c'est un colonel de paillettes, ou il a fait des études, et donc il a voulu, d'ailleurs j'ai écouté votre reportage, il a fini par dire, d'ailleurs on voulait juste s'en débarrasser. Lorsque vous lui avez demandé, est-ce que vous êtes allé voir si son acte de naissance il était. Mon acte de naissance s'y trouve jusqu'à présent. Non, ça n'y a rien à faire. Et même quand je suis venu avec le passeport malien, ici, j'ai obtenu mon statut en tant que Congolaise. Voilà, alors on va maintenant parler de cette arrivée à Paris. Vous arrivez à Paris, et en 2014, à ce moment-là... en 2015. En 2015, pardon. Et à ce moment-là, il y a déjà un activisme qui va plus ou moins surprendre et déranger les acteurs traditionnels de l'activité politique. Ça c'est le cas de le dire. Oui. C'est-à-dire, moi, avant de venir ici, je suis invité par le NED aux États-Unis, avec beaucoup de journalistes, tous les réseaux dans lesquels nous sommes automatiquement affiliés quand on est journaliste de profession et de carrière. Donc, avec les éminentes personnalités américaines, parce que j'ai rencontré un peu tout le monde, et puis je me suis exprimé au Congrès américain, et puis il y a des consignes pour instaurer la démocratie dans des pays qui en ont besoin. Donc quand j'arrive, d'abord la première réaction, c'est de rencontrer tout le monde. Vous que j'ai connu au micro, quasiment au pied de l'avion de Bamako, et puis le jour où vous m'interviewez, je sortais d'une interview à RFI, je vous ai vu, on a fait l'interview, et puis le lendemain, j'étais sur Africa numéro 1. Donc, quand j'arrive, j'ai déjà... C'est-à-dire, je crois que c'est à ce moment que je sens que c'est le moment pour moi de défendre pleinement. Maintenant, je suis mûr à défendre les causes que je défendais par petits morceaux ici. C'était
l'occasion. Parce que j'étais ici dans les années 2000. Je militais dans les réseaux panafricains, beaucoup. Hein. C'est ce que je suis d'ailleurs en train de réactiver à ce moment. Donc, lorsque j'arrive, je vois que c'est... Voilà, Paris a besoin de quelque chose. Il y a quelqu'un comme Baudry, par exemple, qui me demande un jour, est-ce que tu ne veux pas prendre la tête de l'opposition à Paris? J'ai dit, ah, non, non, je n'en suis pas là, je ne veux être à la tête de rien. Je veux me battre contre les injustices, sortir mon pays de ce qu'elle ne mérite pas, de ce qu'il ne mérite pas, c'est tout, mais pas... Alors je rencontre un peu tout le monde, il y a des activités ici et là, je participe, et puis arrive le 22 septembre, où Sassou annonce qu'on ira au référendum. Donc, de façon spontanée, sur Facebook, j'ai dit, demain tous à 18 h à l'ambassade de France, du Congo à Paris. Et le matin, je me réveille, je dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Il doit y avoir des autorisations. Et donc, Magloire Ndoma m'avait invité à la manifestation sur Régis Batola. Je l'ai appelé, j'ai dit, voilà ce que j'ai fait, comment on gère? Donc, quand j'arrive le soir, il y a une autorisation, il y a une fille avec qui il m'a mis à travailler. Et on a fait en sorte que ça soit une tradition des vendredis. Oui. Donc, on y venait tout le temps. J'ai saisi mes confrères de RFI qui nous ont envoyé des journalistes sur place et qu'on a instauré la tradition de tous les vendredis. À un moment, je me rends compte des premiers couacs quand quelqu'un a voulu faire une manifestation, une marche. Il fallait d'abord me casser. Donc, c'est comme un peu le fils qui tue le père pour exister. Oui, Sadio ci, Sadio ça. Ah oui, Sadio, il aime engueuler. Sadio, il aime s'imposer. Sadio... J'ai dit, mais attendez, à tous ceux avec qui je travaille, je leur ai dit quelque chose de très intime à moi. J'ai dit, à chaque fois qu'on élève le temps avec moi, je me crois comme devant mes bourreaux chez Sassou. Parce que c'était tous les trimestres, chaque semaine, interpellé, battu, menotté, matré. C'est-à-dire, je ne vois pas combien de personnes seraient sorties indemnes psychologiquement de ça. Donc je leur ai dit, faites doucement avec moi. Et puis quand je crie souvent, ne prenez pas compte, je suis dans un état, je ne suis pas bien. Voilà, aidez-moi plutôt. Alors petit à petit, je me rends compte que ces gens-là vont appuyer là où ça me fait crier. Oui, oui. Et puis pour dire, voilà, vous la voyez crier. Oui. Ah, ok. Après, à un moment, c'est devenu, oui, à un moment, par exemple, quand il y a eu Okombi Okombi qui a été d'abord assigné à résidence, j'aimais, parce que j'ai beaucoup de followers sur Facebook, j'ai mis Okombi, on se lèvera pour toi. On ira, parce que j'avais fait d'abord une interview de lui, je dis, mais pourquoi on ne prend pas Pointe-Noire, l'objet de toutes les convoitises? Donc j'ai pensé, j'ai écrit. Il y a une qui m'appelle, ah bon, tu as dit que tu vas faire manifestation à Total, les gens m'ont appelé, j'ai dit, je ne connais pas. J'ai dit, vous me laisserez tranquille. Ce que j'ai fait là, je l'ai toujours fait. C'est une communication pour rassurer les gens, pour leur dire, donc, quand je fais ça, ça n'a rien à voir avec une activité de manifestation où je n'ai mis au vous créez une sorte de psychose autour de votre personne, des crispations, parce que vous dérangez. Est-ce que le dérangement, en fait, est dans votre essence, finalement? Est-ce que vous êtes faite pour déranger, pour ne pas laisser les autres indifférents? Je ne sais pas si je suis faite, si c'est fait pour ne pas laisser les autres indifférents, mais je sais que je suis, par essence, rebelle à la médiocrité établie. Ça sera comme ça. C'est-à-dire, si j'ai pu dire non à la médiocrité de Sassou, si j'ai pu dire à Sarkozy, voilà, si j'ai pu dire à George Bush père que tu lui verses les larmes aujourd'hui parce que tu as été voir en Afghanistan la pluie qui a dévasté les lieux alors que tu as fait la guerre, que ton fils a poursuivi cette guerre, je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas à Sir Makosso que tu fais mal ton travail. Non. Et quand je dis que tu fais mal ton travail, c'est peut-être pour te dire améliore-toi. Sinon, je ne dirais rien. Et je ne suis pas là surtout pour plaire. Hein. Est-ce que votre activisme est une épreuve de force permanente? Ou à un moment donné, vous savez, vous rabaisser en disant « Ok, je suis allé trop loin, à ce moment-là, il faut peut-être... » Non, c'est-à-dire, avec les Sassou, c'est jusqu'au bout, hein, ça c'est clair. Également avec tout ce qui ne comprend... C'est-à-dire, ce que j'ai surtout compris, c'est qu'ici, tout est mélangé. Hein.
c'est-à-dire l'activiste de base, qui se prend pour un politicien accompli, alors qu'il n'est qu'activiste de base, et l'élite qui est pas du tout généreuse sur son savoir. Donc moi, je me place toujours au milieu. Je suis cette interface. Comme dans mon métier, tu vois, on est l'interface entre les populations et les décideurs. Donc je me dis, ceux-là ont des besoins, ceux-là ont des ressources, il faut faire le lien. Malheureusement, dans le milieu ici, je suis confronté à ceux qui viennent faire leur promotion personnelle, alors que ce n'est pas mon but. Moi, la promotion, c'est sur le Congo. C'est sur le futur bien-être du peuple congolais. Il n'y a que ça qui compte pour moi. Donc quand je vois quelqu'un qui se la ramène perso, oui. et puis qui me dit, qui va me dire pourquoi tu as été interviewé telle personne, ça c'est pas... Je leur ai toujours dit, si je vous avais emmené Thierry Mongala à Venezuela, à ce moment vous aurez pu parler. Mais là, c'est mon métier. Et c'est pas parce que je lui ai donné le micro que je lui donne forcément la parole du bon côté. C'est aussi ce que vos détracteurs, vos proches vous reprochent en fait, c'est-à-dire c'est que vous êtes dans un militantisme farouche, mais en même temps, on vous soupçonne des acquaintances avec des personnalités du pouvoir, Thierry Mongala, vous interviewez son problème Ngolo, vous interviewez des personnalités de la magistrat présidentielle du Sadio. À quoi joue Sadio? Parce que vous avez entendu ça, à quoi joue Sadio? J'ai envie de redire, à quoi joue Sir Makosso? S'il ne le fait pas, qu'il commence à le faire. Parce que s'il donne la parole aux opposants congolais et qu'il ne donne pas la parole aux hommes du pouvoir, je ne sais pas quel équilibre, quelle opinion il se permettra à son auditoire de se faire. Non. Là, je fais mon travail. Déjà, j'ai un problème avec ce travail. Parce que quand je suis arrivé, dès lors que j'ai dit sur RFI, dès lors que je me suis déclarée opposante à Sassou, j'ai perdu mon impartialité. Je ne peux plus travailler pour un média. Oui. Mais qui pense à me payer? Qui pense à savoir que je n'ai pas de boulot et qu'il faut que je vive? Personne. Je crée ma petite structure pour faire comprendre ce qui se passe chez nous. On ne peut pas comprendre ce qui se passe dans un État rien que par le son d'une seule cloche. C'est pas possible. C'est pas possible. Ceux qui sont dans les web médias, ils sont devenus journalistes parce que d'abord militants, on peut les comprendre. Mais moi, ils se sont fait des règles. Mais moi, j'obéis à une règle. J'obéis à la règle des journalistes, oui, qui veut que ça soit comme ça. Et dans mon acheminement, on ne peut pas trouver que le travail avec les hommes du pouvoir ou que le travail qu'avec les opposants. C'est pas possible. Parmi les hommes du pouvoir, il y a un avec lequel on vous a vu et ça a fait énormément de bruit, c'est M. Hugues Ngolo-Délé. Non, les gens ont voulu faire du bruit. Parce que quand je suis parti le voir, que je suis venu, j'ai dit, Hugues Ngolo-Délé a dit qu'il a débauché des combattants. Je lui ai montré la photo de tel, il me dit qu'il les a pas eu, j'ai dit donc il a personne. En attendant de savoir qui il a débauché. Oui. Mais on est en plein dans ça. De novembre à maintenant, on est en plein dans les dégâts que Hugues a causés et que j'avais dit. Les gens se sont contentés. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des convoitises justement autour de ma trop grande présence dans les manifestations. Il fallait la casser. Mais quand on casse quelqu'un, on se casse aussi. C'est tout le monde qui a perdu aujourd'hui. Plus personne n'arrive à rassembler, comme à Venezuela ou comme au début de Total. Qui a perdu? Moi, ma conviction pour le Congo reste intacte. Et j'ai plusieurs possibilités de m'exprimer. Oui, vous avez plusieurs possibilités de vous exprimer, Sadio Kanté. Est-ce que finalement, vous vous dites que est-ce que vous avez le monopole des manifestations? Parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence parmi les acteurs au niveau de c'est-à-dire, je vais vous dire une chose. Ici à Paris. Je crois que jusqu'à ce qu'on manifestait devant la francophonie, une fille comme Gloria n'avait pas sauté le pas à organiser des manifs. Quand elle m'a dit, je lui ai dit, vas-y. C'est la liberté de chacun. C'est-à-dire, au début, j'entendais les gens dire, oui, on ne peut pas que s'asseoir sur Facebook, entendre dire qu'il y a une manif, ou bien recevoir un SMS sans savoir c'est qui. Je me demandais, mais si ces gens étaient sérieux. Quand tu reçois un SMS, il y a un numéro derrière. C'est un Congolais qui a demandé, c'est un Congolais qui organise. Et tout ce que nous faisons, c'est contre quoi? C'est pas contre Sassou. Est-ce qu'on a besoin d'être cajolé et même tiré de son lit pour qu'on vous dise de venir manifester? Non. Si c'est notre organisation qui demande que les Congolais se rencontrent, se concertent, c'est une chose. Mais ça, la machine des manifestations contre Sassou a été déjà lancée. Alors, vous le savez très bien que cette machine a été lancée et cette machine a un coût.
On vous soupçonne aussi en disant, ben voilà, Sadio Kanté, elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenu fixe. Où trouve-t-elle l'argent pour organiser toutes ces manifestations? Quasiment, on était à un rythme où il y avait toutes les semaines une manifestation sur une place parisienne. Ouais, et d'ailleurs, toutes les manifestations, parce que moi je sais que les manifs, c'est d'abord communiquer. Même quand il n'y a personne, quand on sait s'adresser. Et toutes les manifs, je produis une banderole sur le thème que je vais aborder. Ça a un coût. Je me retrouve avec 2 ou 3 valises de matériel de manifestation, une dizaine de mégaphones. Oui. Ce sont des amis, je peux citer leur nom. Ce sont des amis au Canada, Georges Ngoma, Roland Zao. Des amis, ou ma famille. Ou même Beka. Il n'y a pas de Ngiri. Attends, les Ngiri, ils veulent le voir partout. Moi, je ne sais pas comment des gens sérieux peuvent croire que Sassou va me griser à le démolir comme je le fais. Que je l'emmène à la CPI. Que je vais avec les autres en Suisse, en Belgique, partout pour le piétiner. Que je demande à produire des affiches qui le dégradent. Que je parle, mais attendez, soyons sérieux. Soyons sérieux. Et parallèlement, je vois d'autres qui appellent, oui, Sadio, pense à nous quand tu auras un poste. Mais Sadio n'a jamais dit qu'elle voulait un poste dans n'importe quel gouvernement. Je veux voir mon pays libéré. Ensuite, prendre mon micro, sillonner les villages africains, parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas. Ceux qui sont en manque d'eau. Quand nous faisons nos reportages, ce sont les décideurs qui entendent et qui leur viennent en aide. C'est ça, soulager les peuples de base, qui est ma préoccupation, et non pas diriger. C'est-à-dire quand outre les manifestations, c'est aussi les coups d'éclat. C'est-à-dire que les gens vous connaissent aujourd'hui, c'est pas seulement parce qu'on vous voit crier sur les places parisiennes, mais c'est aussi des coups d'éclat. En attendant le dernier à date qui a fait énormément de bruit, c'est devant le tribunal de grande instance de Paris. On vous voit tentant les gendarmes venant vous chercher quasiment, vous êtes en train de vous déshabiller, et vous avez une corde, vous voulez vous prendre. C'est quoi ça, Sadio? C'est quel objectif pour tout ça? Certains ont dit, bon, Jiraningala, Amélimba Guinae, donc c'est normal. Exactement. Alors, c'est-à-dire, c'est des gens qui ne connaissent pas les aspects multidimensionnels d'une lutte. On a affaire à quelqu'un qui échappe à toute règle de fonctionnement sur Terre, à mesure de rendre fou tout amoureux de paix, de justice et de droit, qui nous annonce qu'il a gagné aux élections, qu'il a gagné, Oui. alors qu'on a vu comment ça s'est déroulé, sous embargo, sans internet, il annonce qu'il a gagné. Alors moi, à ce moment-là, je suis en train de voir la femme qui n'a pas accès à l'eau dans mon pays souffrir encore des années. Je me dis à ce moment, mais est-ce que je mérite de vivre? Non. Pourtant, je n'avais pas envie de me tuer. Parce que c'était un bluff. Non, je n'avais pas envie de me tuer, mais j'avais envie d'interpeller la conscience des politiques français. Parce que ce jour-là, il y avait une conférence de presse, Tricot, le Floc Préjean et Marc Mapingou. Oui. Et c'est la veille, j'étais logé dans un hôtel de fortune avec l'un de mes fils militants qui était venu de Norvège. Dans la nuit, je lui dis, demain, je vais me pendre au palais de justice. Il me dit, comment? J'ai dit, on est sorti le matin, j'ai acheté une corde à 1,50 €. Je ne savais même pas que c'était métallique là-dedans. J'ai dit, je vais le faire. Et puis là-dedans, je dis à Mapingou, je vais le faire. Il dit, non, tu n'oses pas. Tricot qui me dit, oui, on te comprend si tu veux le faire pour la forme. À ce moment, tu vois, j'avais mis plusieurs habits pour faire un peu durer le... Et quand je l'ai fait, c'est arrivé, je l'ai fait. Oui. Pour beaucoup attirer l'attention sur ce qui se passe sur le Congo et non pas sur moi. Moi, j'ai... Est-ce que cela a eu l'effet escompté? Oui, en tout cas, ce jour-là, tout le ministère de l'Intérieur était bousculé. Tout le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire du procureur de la République de ce palais-là, qui ne comprenait rien, qui met en machine la commissaire du 1er arrondissement, qui met en marche toute la machine administrative qui se met en route par rapport à ça. Par rapport à ça. Et puis qui met en route les centres de santé psychiatrique, les deux, Hôtel Dieu et Sainte-Anne,
où j'ai une pension gratuite totale complète, une pension totale gratuite, tu vois. Et puis quand j'arrive et qu'ils se rendent compte que c'était politique, ça a dégonflé alors que... Oui. Donc, où la C'était sûr, commissaire... vous avez quand même à l'asile, hein, c'est-à-dire qu'on vous prend en disant, voilà, il y a peut-être manifestement des troubles psychiatriques, Oui, oui, il ici, faut qu'on non, l'amène dans ici, un centre c'est-à-dire spécialisé. dans la procédure administrative ici, quand quelqu'un tente de se suicider, ils se disent il y a un malaise psychiatrique. Oui. Donc quand ils m'ont dit qu'on va vous emmener à l'hôtel Dieu rencontrer un psychiatre, j'ai dit si vous m'emmenez, je ne vais pas parler. Et puis le policier, on m'a annoncé un cas psychiatrique, je vous emmène. J'ai dit si vous m'emmenez, je ne parlerai pas. Donc je suis allé, la dame qui me reçoit, j'ai dit je ne parle pas. Elle dit, mais c'est quand même grave. J'ai dit, je ne parle pas. Alors donc, quand elle a fait son rapport à la commissaire du premier, elle dit, c'est inquiétant parce que le geste qu'elle a fait, elle demande qu'on me menotte. Je suis menotté pour le commissariat du premier et pour l'hôtel, pour Sainte-Anne. Et puis après, quand ils se sont rendus compte que des résultats après, j'ai demandé une copie. Ils ont vu que c'était par militantisme et que j'avais toutes mes facultés, la vigilance qu'il faut, et la conviction politique qu'il faut, que je voulais interpeller. Là, c'est déjà, ça va rester dans les annales. On saura que, parce que c'est des trucs, ça laisse des traces. J'ai pas écrit, j'ai pas fait un discours. Mais vous vous êtes mis en danger, en fait. Hein. Vous êtes mis en danger. Pas du tout. Pas par rapport à moi. Vous ne craignez pas peut-être d'être incarcéré, puisque... Non, j'aurais pu être abattu. Oui, parce qu'on est en plein plan Vigipirate. Je me mets quand même une corde devant le palais de la justice de Paris. Les policiers ne savent pas, vous avez vu sur les images, ils ne savaient pas d'abord quelle attitude adopter. Bon, comme ils étaient plus nombreux que moi, qu'ils ont vu que le groupe de femmes qui m'accompagnaient, parce que j'avais averti les unes et les autres, était là, qu'il y avait, et puis que j'avais surtout, je m'étais débarrassé de mes vêtements, donc j'avais même pas de sac. Mais sinon, ça aurait pu être fatal pour moi. Voilà. Oui, ou c'est-à-dire être pris dans une... Si c'était à refaire, ça dû compter. Je referais 10 000 fois. Ouais. 10 000 fois. Si ça peut changer les choses. Ça vaut le coup pour le Congo. Oui, pour le Congo, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour interpréter ces dirigeants-là qui font croire n'importe quoi à nos dirigeants pour les maintenir à cause de nos ressources. Tant qu'il n'y aura pas de la part de nos dirigeants cette franchise à négocier franchement et d'égal à égal, les choses, ça sera comme ça. Pourquoi les pays latinos qui étaient en arrière de nous pendant des années nous ont rattrapés et dépassés? C'est parce qu'ils ont su s'imposer. Il y a eu un autre coup d'éclat, ça de Kanté, c'était il n'y a pas très longtemps en fait, hein, à la Nuit debout, place de la République, où vous avez pu prendre la parole comme Jeanne d'Arc, parlant du Congo, parlant de cette situation de poule, et des centaines d'hommes et de femmes vous écoutant en fait. Des milliers, oui. C'est-à-dire, quand cela arrive, il y a d'abord une femme, la seule de la lutte au Congo, qui a été incarcérée à résidence, Claudine Monari. Donc je passe par des amis, parce que le téléphone par lequel je l'avais interviewé ne passe pas. Je tombe sur l'un de ses conseillers, je dis, je suis journaliste Sadio Kanté, je voudrais, est-ce que c'est bien vous, j'ai pas dit monsieur, tant, moi je suis Sadio, je voudrais parler à Claudine Monari. Alors, il était scandalisé de voir certainement pour la première fois de sa vie, quelqu'un qui lui parle, qui ne dit pas monsieur, qui ne se présente pas en tant que madame, qui n'appelle pas Monari par madame. Madame la ministre. Oui, mais c'est quoi ça, vous vous prenez pour qui? Il dit, moi, j'ai dit, mais attendez, on est en résistance, nous sommes tous frères et sœurs. Ces titres-là débarrassent. Ah non, moi j'y tiens. Alors dès qu'il a dit qu'il y tenait, j'ai raccroché. Alors comme il faut, parce que il y a des choses, on ne le fait pas deux fois. Ouais. Je crois qu'on a un objectif, c'est pas les titres, c'est le Congo. Il faut y aller. Alors comme j'ai vu que je ne pouvais pas prendre langue avec elle, je me suis dit, il y a des femmes congolaises qui avaient déjà été à Nuit debout et tout ça, dans la même dynamique. Je leur ai dit, on y va. On va le faire pour Monari, on va le faire pour les... Et on vous a donné facilement la parole, parce que c'était quand même des tribunes, il fallait l'avoir hein, pour avoir la parole. Bon, c'est ce que je vous dis, je vous dis que je me suis spécialisé en relations publiques. Donc, le sourire, quand il faut qu'il soit commercial, quand il faut attirer, je sais m'y prendre. Oui. Donc moi, je suis venu 15 minutes après, j'avais la parole. Hein. Je me suis présenté, j'ai voulu parler, et puis j'ai eu droit à la parole, et puis j'ai parlé, je me suis exprimé, je pense que... Et il y a beaucoup des journalistes et d'autres personnes qui se sont intéressés, qui ont voulu savoir qui était Claudine Monari, qui ont relevé son nom, et qui ont voulu m'interviewer par la suite. Je pense que interpeller les gens, les populations de base,
sur ce qui se passe ailleurs du fait de la France affairiste, qui nuit à d'autres vies, était important pour moi ce jour-là, parce que des populations innocentes étaient bombardées quand même, et continuent à l'être jusqu'à présent. C'est-à-dire quand vous êtes bien conscient que certains estiment que vos actions, vos coups d'éclat, votre activisme nuisent en fait à la cause aujourd'hui, par rapport à ceux qui travaillent plus ou moins dans les réseaux ou dans l'ombre en disant voilà, Sadio, elle fait des choses, mais en fait cela n'avance pas le combat. Oui, mais qu'ils me le disent. C'est ça. Moi, c'est pour ça que je plains ou je ne plais pas. Quand ça ne me plaît pas, je vais vous voir. Je dis, sire, ça ne va pas. On en débat. Oui. Mais ici, chez nous, je ne sais pas c'est quelle culture, quand il y a malaise, chacun parle dans le dos de l'autre. Est-ce que vous ne pensez pas nuire aussi à cette image je pense pas. En termes d'image? Parce que moi, je suis activiste sur le terrain. Oui. Les politiques ont leur rôle. Moi, mon rôle, c'est de surenchérir. Et que eux, quand ils vont négocier, qu'ils arrivent au juste milieu. Non, on n'a pas les mêmes rôles. Alors, le rôle qui est le vôtre aujourd'hui, que vous jouez, c'est aussi de continuer à mobiliser sur cette question du pool. Donc, vous êtes en train de mener une démarche, en fait, panafricaine, pour que la cause du pool ne soit plus qu'une spécialité congolaise, mais quasiment qu'elle soit épousée par, je dirais, le monde entier. Voilà. C'est-à-dire là, hier, j'ai tenu une réunion avec des femmes de 12 pays. Et j'irai peut-être en Belgique rencontrer la djiboutienne de Femmes Solidaires, qui a mis en marche justement ce mouvement de grève des femmes djiboutiennes qui ont mis le regard sur ce qui se passe au Djibouti, qui est contrôlé par le golfe d'Aden, par les multinationales américaines, russes, chinoises et européennes. Violence, viol, prise en otage des populations, l'opposition qui n'arrive pas à s'exprimer, et par Omar Guelleh. En 19 jours, elles ont pu lever des députés européens, la presse internationale. Et au 19e jour, c'est l'ambassadrice des droits humains des Nations Unies qui s'est accaparée leurs problèmes. Donc ici, elles ont arrêté. Elles sont en Belgique maintenant en train de continuer. Et l'ambassadrice a dit, pour tout ce qui se passera sur les violences autour des femmes, on parlera du cas du Djibouti. Donc elles ont permis de mettre la lumière sur ce qui était silencieux. Oui. Donc je me suis dit, vu que chez nous, c'est les concurrences négatives, hein, parce que moi, j'ai grandi quand même dans une culture où on favorise la concurrence, mais saine, pour que si Cyr est plus âgé que moi, il fasse mieux que moi, je fasse mieux que lui, que de génération en génération, ça soit même père et fils, il y a cette concurrence saine et loyale. Mais moi, dans mon milieu, c'est une concurrence complètement malsaine. Non, et elle est trop malsaine. Je n'ai jamais été candidate à la meilleure attitude ou à être parfaite. Ça n'existe pas, ça n'existera pas. Mais je suis moi. L'autre est lui. Je suis là, je tends la main. Comme on m'a tendu la main, parce que j'ai eu énormément de choses dans ma vie. Je suis la somme de beaucoup de choses, de beaucoup de gens. Et le savoir et la connaissance ont été mis à ma disposition et je compte faire ce retour-là. Et je pense que si je voulais m'accaparer des choses, on ne m'a jamais vu aller quelque part seul. Hein. Combien de fois je vous ai envoyé, vous, des gens, pour les mettre en lumière, sans que j'y vienne moi-même, sans me dire que oui, Cyr est un ami, c'est mon confrère, c'est moi qui tout le temps dois parler. Non. Même dans les manifs, j'ai acheté des mégaphones, plusieurs. On ne me voit jamais prendre la parole pour parler. Mais quelquefois, même quand tu orientes par générosité, parce que le militant de base qui arrive et qui ne sait pas que ça, on peut le dire ici et non pas là, quand tu le dis, oui, elle aime tout contrôler. Ils voient le contrôle, ils ne voient pas ce qu'ils peuvent en tirer. Oui, oui. Ou ce qu'ils peuvent m'apprendre aussi en retour. Alors, salut, quand on a bien compris que le combat du Congo vaut le coup pour vous, on va arriver à la fin de cet entretien. Une question tout simplement, est-ce que pour vous, aujourd'hui, le combat qui est le vôtre en faveur du Congo est avant tout un combat anti-Sassou ou un combat qui s'arrêterait une fois que Sassou soit parti du pouvoir? Non, la démocratie, on l'entretient. C'est jamais un acquis. On a pu voir ici à l'UMP, quand il y a eu les primaires, comment c'est parti, où il y avait 2 présidents ou 2 secrétaires généraux. Non, non, non. C'est-à-dire, Sassou, c'est pas Sassou, hein, c'est Sassou, clan, système qui doit être. Et je pense que je suis dans plusieurs lobbying à cet effet. Hein. J'impacte, pas qu'au niveau de France, pas qu'au niveau du Congo,
partout où je le vais. Parce que là, quand les amis ont été au aide à Washington, j'ai cette expérience, j'ai des connaissances, j'ai pu, en 30 minutes, décider les Congolais du Canada à partir, parce que j'ai des amis, ils sont partis. Pour la première fois, on a retrouvé au aide des Congolais venus de 4 pays, le Congo, la France, les États-Unis et le Canada. Donc chacun a pu s'exprimer sur différents angles, et au Congrès américain, au département d'État, un peu partout. Oui. Donc ça fait un tollé. Et à cette époque, il y avait justement Sassou. On ne savait pas s'il allait être accepté pour la COP21 à New York. 2 jours avant, je manifestais. Comme d'habitude, boycott, SMS pour boycotter. Mais moi, je communique. Je parle. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'est que la personne à qui je parle entende et mon message. Et que j'attends des retombées. Oui. Et là, avec la présence des amis à Washington, ils ont atteint telle personne, peser sur Ban Ki-moon afin que ça ne souligne pas. Donc je me dis que il y a toujours une conséquence. Même lorsqu'on est allé à Jeune Afrique, déjà vous voyez que de moins en moins notre confrère bizarre fait des éditos sur le Congo et Sassou. Vous voyez que il y a plein de choses qui ont porté des actions, qui ont porté des résultats. Ça, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Au moment opportun, on fera le bilan de tout ça, mais... On vous a collé de pseudonymes, Kim Pavita, Jeanne d'Arc, la Dame de Fer et tout ça. Vous prenez ça comment? À un moment, je n'aimais pas quand on m'appelait Jeanne d'Arc, je trouvais que c'était prétentieux. Mais quand ça pas finir au bûcher, mais pour l'instant. Non, mais je crois que je suis cramé. Hein. Là, j'ai été brûlé, cramé, revenu. Voilà, non, ça c'est pour rigoler. Mais je pense que dans un environnement d'hommes, quand on voit une femme oser, c'est naturel. Hein. Moi, je ne sais pas m'arrêter. Je fais ou je ne fais pas. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Je ne fais rien pour que ça plaise. Ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais je sais que j'ai ce besoin de sortir. C'est-à-dire, j'aurais été sud-africaine, ça serait pareil. Je me battrais pour les minorités. Je me battrais pour qu'il existe des droits d'égalité un peu partout. Ça, c'est... Donc, Jeanne d'Arc, ça vous va bien? Je ne sais pas. Jeanne d'Arc, bon, Kim Pavita. Bon, Kim Pavita, bon, c'est déjà l'Afrique, elle s'est battue, ainsi de suite. Je ne sais pas si je le mérite. Alors, la Dame de Fer? Nous sommes toutes des dames de fer, même celle qui vous fait à manger à la maison. Hein, nous sommes toutes des... Donc, je ne sais pas, merci à ceux qui me reconnaissent en tant que telle, mais je me dis qu'il ne faut pas le dire derrière l'écran. Il faut venir le dire à mon côté. J'aimerais qu'il y ait beaucoup de Jeanne d'Arc, beaucoup de Kim Pavita, beaucoup de dames de fer. Voilà. C'est parce que c'est avec les femmes devant que nous pourrions faire plus de choses. Ma dernière question, c'est de vous porter sur l'actualité congolaise. Vous avez suivi ces derniers jours, Clément Mamba, Premier ministre, le gouvernement installé. Votre avis? C'est l'alliance de braqueurs de banque et de braqueurs de urnes. Donc l'alliance de braqueurs, en fait. L'alliance de braqueurs, voilà. Qui donne quoi? Qui donne ces jeunes qui ont accepté d'enjamber les cadavres pour avoir un portefeuille ministériel. C'est déplorable. C'est triste. Je ne dis pas que la responsabilité est entièrement à Sassou, parce qu'il y a beaucoup qui sont de cette génération élevée par Sassou. Hein. Même ceux qui ont 60 ans n'ont majoritairement connu que Sassou au pouvoir. Donc pourquoi certains acceptent de s'acoquiner à lui et pas d'autres? Et que ce n'est pas des mineurs, tu vois, c'est des adultes qui ont assumé d'aller avec lui. Je me dis que comment on peut ne pas aimer son pays à ce point, d'accepter que c'est des compatriotes qui sont pilonnés. Pendant le pilonnage, qu'il y en a qui vont accepter des postes ministériels. Je me dis que le Congo est dans un gouffre méandrique, hein, parce que c'est les profondeurs des méandres là où il n'y a plus espoir, qui est oxygène ou signe de vie. Comment sortir de là, hein? Étant donné qu'il y a d'autres qui, pour avoir leur poste, sont venus porter plainte contre les médias ici. Et je me demande comment, jusqu'où le Congolais accepte de s'humilier, de se rabaisser pour que Sassou lui marche dessus et qu'afin qu'il puisse remplir son ventre. C'est triste et déplorable. Je souhaite une génération formée à la démocratie, à la justice, à l'égalité, qui puisse prendre un jour les rênes de ce pays-là pour pouvoir le conduire le plus loin possible, c'est-à-dire à un niveau respectable.
de la démocratie. Sinon, que diriez-vous finalement de l'opposition congolaise? je crois que notre opposition, en acceptant d'aller aux élections, a fait un pari sur le peuple, a eu la bonne intention de conduire le peuple le plus loin possible, a dû certainement prendre en compte le mécanisme négatif du pouvoir négatif de Sassou, mais que, hélas, ça s'est enrouillé en route. Mais c'est aujourd'hui au peuple de venir au secours de cette opposition, à mon avis, qui, elle est dans cette situation parce qu'elle a voulu secourir le peuple. Oui. Sinon, nous serons vus comme des lâches, le peuple. Elle a toujours votre confiance? Elle aura toujours ma confiance. Toujours. Toujours. Sadio Kanté, merci de vous être livré d'une manière aussi claire et limpide. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement? Quel est votre vœu le plus cher en fait? Un Congo libre. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette notion de liberté qu'on va se séparer. Encore merci à notre invité, Sadio Kanté Morel, la Kimpa Vita, la Dame de Fer, la Jeanne d'Arc congolaise que vous avez vue, que vous voyez depuis quelque temps sur les places parisiennes, manifester au nom du Congo, ce Congo qu'elle aime tant, ce Congo qu'elle a vu naître, ce Congo qu'elle voudrait voir prospère. Merci pour votre fidélité et à la prochaine fois pour un prochain numéro, bien sûr, de Grand Témoin. Encore merci Sadio Kanté Morel d'avoir été notre grand témoin aujourd'hui. L'honneur a été pour nous puisque vous êtes la première femme à inaugurer cette émission. On espère que d'autres viendront avec autant, un pédigré aussi important que le vôtre. Oui, je souhaite que les femmes ne laissent pas toujours la place qu'aux hommes. Oui. Il faut envahir. Merci. Voilà, encore merci et portez-vous bien. Merci à Noko Kumunga Koso, merci à tous ceux qui accompagnent l'action des Zana TV. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.